Le clairon. Les pays membres de l'OMS ont décidé samedi de prolonger les négociations sur un accord de prévention des pandémies. Alors, deux textes devaient être soumis à la modification, le règlement sanitaire international et le traité pandémie. Alors, le week-end dernier, plus de 500 personnes manifestaient à Genève devant le siège de l'OMS. Ils accusent notamment l'OMS d'organiser un gouvernement mondial de la santé. Alors, faut-il s'en inquiéter? Quel est le véritable pouvoir de l'OMS sur les nations? Est-ce un pouvoir supranational qui est en opposition justement à la volonté des peuples? Pour en parler ce matin, nous sommes avec deux invités. Le professeur Christian Perron. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes médecin, infectiologue, ancien membre du service en CHU de Garches, auteur de La vérité sur la maladie de Lyme aux éditions Odile Jacob. Vous étiez là hier pour en parler avec notre journaliste Jean-Louis Trambet. On invite évidemment nos auditeurs à retrouver cette vidéo. Puis auteur de Le réveil 4 ans après, co-auteur avec Stéphane Chatry, c'est aux éditions Guy Trédaniel. Et nous sommes avec Corinne Lalo. Bonjour Corinne Lalo. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter spécialiste des questions d'environnement et de santé, auteur notamment de Le livre noir du médicament aux éditions du Plomb, et puis Le grand désordre hormonal aux éditions Cherche Midi. Vous étiez aussi dans notre matinale pour en parler. Toutes ces vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors déjà, je me tourne vers le professeur Perron. Quels sont ces deux textes? Donc le règlement sanitaire international et le traité pandémie. Et pourquoi l'OMS souhaite modifier, changer ces textes? Alors, le projet de traité pandémie, ça faisait déjà à peu près un an que j'en avais entendu parler. C'est un projet que le directeur général de l'OMS, donc le fameux Tedros, puisse déclarer tout seul dans son bureau qu'il y a une menace pandémique. Alors, c'est vrai, l'OMS avait déjà changé la définition d'une pandémie à de mon temps. Quand j'étais encore en activité ou quand j'étais plus jeune, la définition d'une pandémie, c'était une maladie infectieuse extrêmement grave qui touchait tous les continents et qui provoquait une mortalité importante. L'OMS avait déjà supprimé la mortalité parce que pour eux, la mortalité, c'est un détail, ils s'en foutent un peu. Pour eux, la pandémie, c'est plutôt un intérêt de contrôle et un intérêt économique. Et donc, le directeur général de l'OMS peut déclarer une pandémie parce qu'il y a un écureuil en Angleterre qui a un comportement anormal. Il y a la nouvelle maladie de l'écureuil qui est très dangereuse pour l'homme. Et si vous regardez maintenant quand ils définissent une pandémie, c'est plus une maladie grave, c'est plus une maladie mortelle, c'est une maladie qui peut être potentiellement inquiétante, y compris pour des raisons purement économiques. Ça peut perturber l'activité économique, sociale ou saturer le système de santé. Bon, donc voilà, et ce qui est très dangereux dans ce projet de traité, c'est que le directeur de l'OMS serait au-dessus de tous les États, au-dessus des gouvernements, au-dessus des parlements, pour imposer les pires mesures restrictives, les passes sanitaires partout, la fermeture des frontières, des confinements, alors qu'on sait que ça sert à rien. Et surtout, ils peuvent réenclencher l'obligation d'injection de produits expérimentaux, ce qui est totalement illégal sur le plan mondial, parce que c'est contraire à toutes les conventions internationales, y compris pour le code de Nuremberg. Donc c'est extrêmement grave. Alors, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à passer en force, parce qu'ils avaient déjà essayé l'année dernière, et puis le vote était compliqué à l'OMS, il fallait une grande majorité, ils ont changé les textes pour que ce soit la majorité simple, mais même à la majorité simple, ils ont vu qu'ils ne passeraient pas, parce qu'il y a une levée de boucliers dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Angleterre, hein, dans l'Europe de l'Est, et en Asie, partout, Oui, en en Afrique. Suisse, l'Argentine aussi s'est opposée à ces Et en modifications. Amérique du Sud, les pays ont dit non. Et comme ils ont vu qu'ils ne pourraient pas passer en force, ils ont fait ce que Macron avait fait quand il y a eu le fameux article 4 de la loi sur les dérives sectaires. C'est que l'Assemblée nationale avait voté contre l'après-midi. Ils ont attendu que tous les députés s'en aillent, contents de leur victoire, reprennent leur train, leur avion pour rejoindre leur circonscription. Et puis ils ont gardé un petit groupe de fans le soir, tard dans la nuit, pour revoter avec des petits changements le texte. Et là, on voit la même chose où l'OMS, sachant qu'ils ne pouvaient pas passer en force, bah, ils ont repassé le texte le soir. Et alors, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus adopter le traité pandémie, parce que ils ont dit non, non, mais le traité, on verra, on repousse ça plus On loin. Mais repasse à un an, il est repoussé d'un an. l'article était dans le traité pandémie pour changer le règlement sanitaire international, qui normalement, on aurait dû envoyer ces textes 4 mois à l'avance. Donc tout ça est totalement illégal. Il n'y a même pas eu de vote, mais il y a eu un consensus. Voilà, donc
Tout ça est très grave et c'est pour ça faut vraiment appeler les Français, et pas les citoyens du monde entier, mais en particulier les francophones, à résister. Alors Corinne Lalo, pour bien qu'on comprenne, si finalement l'OMS décide donc d'avoir des pouvoirs supranationaux, ça sera donc le directeur général de l'OMS, on en a parlé, qui aura à lui seul la charge finalement de la santé de plusieurs centaines de pays. Et donc, mais chez qui il prendra ses conseils, qui l'influencera, sachant qu'on le rappelle, l'OMS est financée en partie par les nations, mais à plus de 80% par des financements privés. Oui, c'est une question d'argent, beaucoup. Mhm. Une question de pouvoir, mais aussi une question d'argent. C'est pour ça qu'on est en fait dans la continuité de ce que vous venez de dire juste avant avec Madame la sénatrice, à savoir que ce qui se passe maintenant, c'est aussi installer un aspirateur à argent public. Mhm. Vous voyez. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Voilà, ça c'est le règlement sanitaire international. C'est ce qui existe déjà, bon, depuis 2005. Et celui-là, il doit être amendé. Ils ont décidé de l'amender parce que, comme il y a eu le Covid, ils ont dit oh là là, c'est pas bien, donc il faut amender le règlement sanitaire international parce qu'on a mal répondu au Covid. Or, justement, c'est eux qui étaient en charge du Covid. Donc, finalement, ils se condamnent, mais en disant bon, puisque c'est ça, on va avoir encore plus de pouvoir pour faire encore pire. Bon. Alors, ils ont décidé d'amender cet instrument-là, le règlement sanitaire international, et ils ont préparé ça, c'est un traité pandémique, où c'était là encore plus de pouvoir à l'OMS contre la souveraineté des États. Donc, comme l'a dit le professeur Perron, effectivement, il y a eu un coup de force samedi dernier, à 1h du matin. Ils ont dit, bon, ok, le traité pandémique, on ne pourra pas de toute façon le voter tout de suite, mais on va quand même le voter dès qu'on peut. Dès qu'on peut. Bon, d'ici 1 an. Donc ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois. Bon, alors ok, le traité. Pour faire retomber un peu le soufflet, voilà. parce que ça a quand même parce qu'il y a eu quand même une grosse oui. mobilisation qui a quand même porté ses fruits. Oui, oui, et puis il y a des gros 500, pays, la Suisse, l'Argentine, qui sont opposés. Voilà, il y a une grosse mobilisation. Donc le traité, il est parti, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des articles du traité, ils les ont mis dans le règlement sanitaire international, qui ne traitait pas de pandémie, mais juste d'urgence de santé publique de portée internationale. Et ils en ont fait, voilà, un règlement sanitaire pandémique. Voilà. Avec le mot pandémie à presque toutes les pages, alors qu'il n'y était pas. Donc là, Tedros Ghebreyesus, le directeur général, va décider tout seul, parce que c'est écrit, ça l'était déjà, mais ça ne concernait pas les pandémies, mais ça concernait les urgences de santé publique internationale. Et après, il disait, bon, on peut qualifier ça de pandémie. Bon, mais là, ça leur donne le droit, et surtout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et le directeur général de l'OMS décide tout seul, sans contre-pouvoir aucun. Et donc, il pourra dire ensuite aux États, bon, maintenant, vous confinez. Alors, les États... Mais influencés par qui à ce moment-là? Peut-être même d'ailleurs par les cabinets de conseil dont on parlait tout à l'heure. Exactement, mais les mêmes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment ils votent? Ils ont même, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, ils n'ont même pas voté. À 1h du matin, Tedros Ghebreyesus a dit, bon, alors, il y a le règlement sanitaire international avec les amendements. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Ah, je vois pas de main qui se lève. Ok, d'accord, c'est adopté. Ça s'est fait en 10 secondes. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est pas de la démocratie. Et il a aucun contre-pouvoir pour lui dire non. Et ils sont en train de préparer, effectivement, la possibilité pour le directeur général de l'OMS de décider une pandémie quand il veut. Et à partir du moment où il dit ok, c'est une pandémie, ça peut être un risque potentiel que lui voit, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, effectivement, c'est lui qui décide s'il y a un risque potentiel. Ça peut être mais n'importe quoi. Voilà, un écureuil, comme disait n'importe quoi. Perron, tout à et l'heure. surtout, ils ont créé un système financier pour qu'il y ait un aspirateur à argent qui soit directement perfusé sur les budgets des États. Les États sont d'accord donc pour créer cet instrument financier qui va permettre à l'OMS de pomper l'argent. Oui. Sans qu'on s'en rende compte. Donc on est exactement dans la continuité de ce que disait tout à l'heure la sénatrice Müller-Brown, à savoir que le privé se sert directement dans les caisses des États et prend nos impôts, l'argent des... Oui, c'est la financiarisation du monde et donc de l'OMS aussi qui ne sera dirigée donc
plus par ses financiers que par les nations. Et finalement, le professeur Perron, ce qu'on comprend, c'est que pour l'OMS, c'est une époque bénie, entre guillemets, le Covid, parce que ça permettait d'être dans un état d'urgence et en tout cas, l'OMS préférait être dans une sorte d'état d'urgence permanent qui leur permettrait d'exercer véritablement une autorité complète sur les États. Le Covid, c'est une maladie qui a très peu tué sur des personnes très à risque, très âgées. Ça leur a permis de... Pendant la période Covid, il faut bien voir que les milliardaires ont été... Leur nombre a décuplé, chaque milliardaire a décuplé sa fortune, quoi. C'était une aubaine financière absolument fantastique. Alors, quand on regarde à travers ce projet de traité de l'OMS, maintenant un peu maquillé pour l'instant en modifiant le règlement sanitaire international, c'était d'ailleurs écrit dans le projet de traité de l'OMS, on va vivre en permanence en phase de pandémie ou en phase interpandémique, puis il y aura une nouvelle pandémie. Donc, en fait, ils veulent que la population mondiale soit tout le temps dans la pandémie ou en état d'alerte d'une prochaine pandémie. Donc, et puis, on voit bien, ils nous ont sorti le coup de la variole du singe, que Marburg, Ebola avait tué tout le monde. Maintenant, Tedros, il a dans sa sacoche le projet virus X. C'est génial, le virus X, on ne sait pas ce que c'est, mais il sait qu'il va venir, qu'il va être très dangereux. Donc, là, il y a en une fait, grippe aviaire au Mexique, on ne sait pas d'ailleurs, il y a eu un mort, je crois, pour l'instant, on ne sait pas ce que ça va donner. c'est la peur et ça, c'est de la manipulation pour tout le temps maintenir les gens sous contrôle. Et comme ça, tous les États qui vont se soumettre, j'espère que maintenant la majorité va rentrer dans la résistance, parce que c'est horrible ce qui se passe, eh bien, on sera totalement soumis. Et pour des raisons comme ça un petit peu fallacieuses, ah oui, ce nouveau virus est terrible, il va tous nous décimer, ils pourront effectivement, comme disait Corinne Lalo, pomper notre argent public. Et c'est le fait de détourner des textes comme ça en passant ça discrètement dans un règlement, ou que ce soit dans la loi. Vous savez que dans mon livre que vous citez, qui vient de sortir, Le Réveil 4 ans après, il y a un passage là-dessus sur la fabrique du consentement. C'était un livre que j'avais lu qui m'avait passionné parce que quand les gouvernements ne veulent pas passer brutalement en force sur une loi parce que ce serait refusé, ça y va par petites touches. On commence par faire des recommandations qui ne sont pas du tout obligatoires. Puis petit à petit, ceux qui ne suivent pas les recommandations sont pénalisés, ceux qui les suivent ont des avantages. Et puis, au bout de quelques années, la recommandation devient quasiment obligatoire. Et pour les médecins, par exemple, on va être puni par le Conseil de l'ordre si on suit une recommandation. Donc c'est très insidieux. C'est la stratégie des petits pas. Voilà, et c'est une violation totale de la démocratie. Ce qui s'est passé, c'est très grave. Et comme les médias de grand chemin n'en parlent pas, moi je parlais autour de moi, dans ma famille ou à des amis de cette histoire il y a quelques jours, mais personne n'est au courant. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ton truc à l'OMS? Je ne suis pas au courant. Ben, oui, parce que c'est à Genève et parce que on a l'impression que c'est loin de nous. Et puis, je voulais vous parler aussi avec vous, Corinne Lalo et professeur Perron, de l'Europe de la santé aussi. Ça va dans le même sens, finalement, Corinne Lalo. C'est-à-dire, l'idée, c'est véritablement qu'il y ait des institutions supranationales, que ce soit l'OMS ou l'Union européenne, qui décident de la politique sanitaire des pays. Exactement, ce qui se passe à l'OMS, c'est aussi ce qui se passe à l'Union européenne, où la Commission européenne essaye de mettre la main sur un domaine qui n'est pas le sien normalement de par les traités. Le traité de Lisbonne, qui d'ailleurs a déjà été extorqué au peuple. Donc, dans les traités, le domaine de la santé reste la souveraineté des États. Et en ce moment, l'Europe fait tout pour voler cette souveraineté. Et de fait, elle arrive à le faire. Puisque là, dans ce règlement sanitaire international, les États ont accepté d'être complices de la Commission européenne et ont donné le pouvoir à la Commission européenne de négocier à leur place ce règlement sanitaire international, c'est-à-dire ces amendements. Et en fait, de toute façon, ils n'ont même pas été votés, puisqu'il y a un petit groupe autour. Il faut savoir que c'est un petit groupe, un petit bureau autour du directeur général Ghebreyesus de l'OMS qui décide. Et ils ont fait semblant de dire, regardez, il y a une démocratie, puisqu'il y a un semblant de consultation. Voilà, il y a des représentants de chaque pays qui viennent et ils décident. En fait, ils n'ont rien décidé parce qu'ils sont venus faire de la figuration et au dernier moment, à la dernière minute, alors que l'Assemblée a duré une semaine, ils ont attendu
la dernière minute pour dire ok, personne n'est contre, hop, c'est passé. Oui, c'est ça. C'est un tour de passe-passe Mmh. ou du bonneto, moi je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et en tout cas, c'est scandaleux. C'est un scandale mondial. Et c'est un scandale mondial. Et ce que vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Perron, personne n'en a parlé. Pourquoi les médias en parlent si peu? Parce que c'est compliqué, parce que ça ne va pas dans le bon sens? C'est public, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même. Il avait dit les 2 premières années du Covid, il a donné 3 milliards d'euros aux médias. Depuis, il n'en parle plus parce que moi, je l'avais évoqué publiquement. D'ailleurs, je n'avais jamais été démenti. Il en a peut-être donné beaucoup plus depuis, on n'en sait rien. Mais il y a quelques médias, ils sont une dizaine en France, qui sont sous perfusion de milliards d'euros. Donc, évidemment, ils ne vont pas parler de choses qui fâchent et qui dérangent. L'intérêt de ces milliardaires qui sont bien au-dessus de nos dirigeants, parce que nos dirigeants sont des marionnettes, hein, c'est qu'on n'en parle pas, on abreuve le peuple de balivernes sur les Jeux Olympiques. Pendant ce temps-là, on fait passer ce qu'on veut discrètement. Oui, Corinne Lalo, c'est pour ça aussi, parce que finalement, à part Toxin et quelques médias dissidents, peu de médias en ont parlé. C'est pour que ça soit discret, justement. On n'a absolument pas entendu parler de ce qui se passait à l'OMS. Pourtant, c'est extrêmement grave, parce que le peuple français, est-ce qu'il va oublier très vite ce qui s'est passé pendant le confinement ? Il y a un traumatisme quand même. Eh bien, ils sont en train de faire en sorte que cette décision de pandémie et de confinement et tutti quanti et des produits, ce qu'ils appellent des produits de pandémiques, des produits pandémiques, c'est du business. Hein, eh bien, ça va recommencer. Il faut que les gens prennent bien conscience que ça va recommencer parce qu'ils sont en train de se donner les outils financiers et les outils juridiques, même pas, parce que c'est carrément du hold-up, là, hein, on est dans le hold-up. Hein. Eh bien, ils sont en train de faire en sorte que les États puissent, sans aucune décision même du Parlement, attention, parce que là, normalement, il y a, dans ces amendements, il y a des dépenses supplémentaires pour les États qui vont être énormes. Donc normalement, de par la Constitution française, quand il y a des dépenses supplémentaires, ce qui sont faites là, par le haut, ils se servent de l'étage supranational pour aller pomper l'argent du budget français. Normalement, il devrait y avoir une consultation nationale. Il devrait y avoir une loi. Il devrait y avoir une loi. Bon, est-ce qu'ils vont squeezer le Parlement? Et là, il faudrait qu'on en parle avec justement la sénatrice, parce que c'est exactement les mêmes bureaux qu'il y a derrière. Oui, donc McKinsey, ils court-circuiteront donc, la consultation ils nationale. Ils veulent le court-circuiter, via l'Europe en plus. Et ce qu'il faut dire aussi dans ce règlement, dans ces nouveaux textes, ils décident aussi la censure. C'est resté dedans, la censure. Donc la censure, ça veut dire qu'ils vont lutter contre ce qu'ils appellent la désinformation ou la mésinformation. Mais en fait, c'est tous ceux qui ne seront pas d'accord avec eux. Oui, c'est-à-dire qu'ils suppriment la liberté d'expression. Et s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a plus de démocratie. Donc en gros, ils décident, via un règlement sanitaire international, de supprimer la liberté d'expression. C'est ça. Et il y aura une vérité révélée de l'OMS qui devra être révélée à toutes les nations. Bah, écoutez, merci à tous les deux. Vous voulez rajouter quelque chose, Corinne Lado? Oui, alors je voudrais signaler le numéro de Nexus, du magazine Nexus, qui est justement consacré à ces traités de l'OMS et comment l'OMS veut s'arroger énormément de pouvoir. Et effectivement, à l'intérieur de l'OMS, ces petits cabinets, ces cabinets noirs, des cabinets noirs mondiaux. Merci Corinne Lalo. Alors je rappelle donc le dernier magazine Nexus et puis votre livre Le Grand Désordre Hormonal aux éditions Cherche Midi. Et merci à vous professeur Perron. Je rappelle vous êtes médecin infectiologue et puis je rappelle le titre de votre dernier livre Le Réveil 4 ans après